celle-ci aussi. Ouais, mais excuse-moi. Allô? Oui, oui, j'arrive tout de suite. No time for lies, just say my name. Heartbeat racing, faces in the screen. You and me, caught up in the in-between. Best can show me who you are. No filters, no distance, no hiding scars. Best can. Coucou guys, bienvenue dans Fast Cam, le podcast où on prend le temps d'aller vite, mais bien. Je m'appelle Cam et chaque semaine, je reçois une personne d'horizons différentes. Origine, milieu social, métier, parcours de vie, bref. Parce que la diversité, c'est pas un concept, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Calypso, qui a traversé des périodes très difficiles à cause de troubles du comportement alimentaire, qui l'ont même conduite à être hospitalisée. Et dans cet épisode, elle va nous partager son histoire sans filtre pour briser les tabous et montrer qu'on peut s'en sortir. Allez, on démarre, c'est Fast Cam. Coucou Calypso. Salut Cam, Ça va? ça va super et toi? Pas trop stressé? Ça va, C'est vrai? Ouais. Safe place ici. exactement. Tu vas être bien. Je te laisse te présenter en quelques mots pour les gens qui nous écoutent. Alors moi c'est Calypso, j'ai 17 ans. Il y a 3 ans j'ai été diagnostiquée anorexique et aujourd'hui j'apprends à vivre avec et à montrer au plus de personnes que je peux qu'on peut s'en sortir. D'accord. Du coup, on parle de TCA. Oui c'est ça. Donc, Les troubles du comportement alimentaire, donc aussi appelés TCA. Donc il y a plusieurs troubles du comportement alimentaire. Les plus répandus sont l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie et encore plein d'autres. Donc moi on m'a diagnostiqué anorexique mentale et du coup bah, c'est vrai que l'anorexie ça se réfère au fait de perdre beaucoup de poids en une période très restreinte. Et donc voilà, après ça peut passer par plusieurs comportements compensatoires et voilà. d'accord, ben ça, on va en parler. Ouais. Tu vas te dévoiler sans filtre du coup. À quel moment dans ta vie tu as commencé à avoir une mauvaise image, un mauvais rapport avec la nourriture et ton corps du coup? Et ben depuis petite en fait, Ok, j'avais pas forcément conscience, mais j'ai appris justement avec plusieurs rendez-vous avec les psys, etc. à l'hôpital, que depuis petite j'avais un rapport qui était pas forcément normal entre guillemets avec la nourriture. ok. Euh, T'as des exemples? Bah en fait je pouvais manger, j'étais attirée que par la nourriture qui était beige ou blanche. D'accord. Ouais, voilà, c'est vrai que du coup c'était compliqué avec mes parents pour bah, décider quoi me faire manger. C'était qu'est-ce quel que je devais aliment manger. par exemple? Des œufs? Ouais, exactement, les œufs, des pâtes, du riz, des frites, mais voilà, globalement que ça. Et après, bah, c'est vrai que du coup, j'ai toujours été un peu fine, on va dire. Et après, c'est plus vers l'adolescence où bah, forcément on commence à se comparer, à avoir des remarques d'autres personnes sur notre poids, sur même nos comportements alimentaires. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé un peu à me questionner quand on me disait des fois des remarques comme quoi je mangeais beaucoup. Ok, parce Voilà. que t'avais plus de forme du coup Oui, en étant exactement. petite. Bah, en étant petite, non, mais en À rentrant dans l'adolescence. l'adolescence, c'est vrai Ok. que bah, forcément, quand on est une femme, on commence bah, à développer, à avoir des formes, Bien etc. sûr. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a fait des remarques et que j'ai commencé à moi à me questionner personnellement sur est-ce que c'était vrai ou pas, justement ce que D'accord. les gens Donc, disaient. quand la puberté a commencé Ouais. à faire son travail, et qu'est-ce qui selon toi a déclenché ces troubles? Et Il y a un ben, moment de ta vie où tu je me arrives souviens. à situer? Ouais. Particulièrement d'un moment où justement je suis montée sur la balance et j'ai vu un chiffre que j'avais jamais atteint jusque-là de toute ma vie. C'était quoi? C'était 50 kilos. Pourtant, je sais que maintenant, justement, et ce qui montre aussi que j'ai évolué, c'est que 50 kilos, c'est le poids normal, c'est mon poids de forme, entre guillemets. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce chiffre sur la balance, bah, c'est un chiffre que j'avais jamais atteint jusque-là. Et c'est vrai que ça m'a fait comme un choc. Et que du coup, bah, j'ai eu cette obsession qui arrivait plus à sortir de ma tête, comme quoi il fallait que je perde du poids et que j'arrive à baisser de ce chiffre. Et 50 kilos pour un mètre combien? À l'époque, je faisais 1m60. Enfin, je dis à l'époque, maintenant je fais 1m62, donc j'ai pas non plus. Ok. Voilà. Donc c'est là où c'est cette image qui a commencé à développer une sorte de traumatisme, on peut appeler ça comme ça? Ouais, exactement. Et est-ce que à ce moment-là, tu as commencé à en parler à quelqu'un? Qu'est-ce que tu te disais? Tu savais qu'il y avait un problème?
Alors, je savais que j'avais un problème personnellement, et puis je le remarquais, ne serait-ce que sur les réseaux. Je voyais que mes fils d'actualité tournaient plus qu'autour de la nourriture Ok, et sur comment justement perdre du poids, ou voilà, ou avec des TikTok par exemple de régime drastique. ok. Par exemple, comment perdre 10 kilos en 3 semaines. Et Trois t'avais quel âge à semaines. ce moment-là? J'avais 13 ans. C'est vrai que D'accord. c'est jeune, ouais. Ah oui. Et Mm. donc là, tu as commencé à faire des régimes, tu as commencé à faire Ouais. attention à ton Bah, alimentation. j'ai commencé, au-delà de faire attention à me priver, en fait, c'est Ok. que j'avais deux parties euh, chez moi. Une qui me disait que bah, j'avais envie de manger forcément, d'écouter mes désirs, etc. Et une autre qui me disait que si justement j'écoutais cette voix-là, eh ben, j'allais prendre 50 kilos en 2 jours, que j'allais devenir énorme et que bah, j'allais perdre le contrôle de la situation. Ok. Et du coup, tu as commencé à être fatiguée, j'imagine. Ouais, bah c'est vrai que je m'alimentais presque plus. J'essayais de sauter au maximum les repas, mais après c'est vrai que c'était compliqué même au niveau de ma famille de justifier ça. Bah oui, Ouais, justement. mais du coup c'est vrai que j'en suis venue même à avoir honte de mes propres comportements, à me cacher quand il fallait manger ou quoi que ce soit. Et du coup bah c'est vrai que j'ai perdu vite le contrôle de la situation et après bah je pouvais plus revenir en arrière. D'accord. En combien de temps tu as été dans une situation critique, si je peux appeler ça comme ça? Eh ben, je dirais que j'ai commencé justement le jour où je suis montée sur la balance, justement, c'était en mars 2022. Et en mai, j'avais déjà perdu au moins 10 kilos. Ouais. Ah oui, ça a été hyper rapide. Et du coup, Ouais, tu te ouais. privais totalement. C'était quoi un repas type pour toi? Le repas qui te faisait pas culpabiliser. Et ben, globalement, tout me faisait culpabiliser. C'est ça qui était devenu très compliqué. Mais je dirais, je sais pas, je mangeais des fois juste un œuf. Quand je le cuisais, c'était bien évidemment sans matière grasse ou quoi que ce soit. Donc un œuf avec éventuellement quelques tomates, mais déjà ça, j'arrivais à un stade où j'arrivais plus en fait à penser qu'à ça parce que ça, je culpabilisais trop. En fait, psychologiquement, quand tu voyais quelque chose dans ton assiette, tu référais ça immédiatement à une prise de poids, donc à un Exactement, mal-être. exactement. Et t'étais suivie par des psys à ce moment-là? Non, aucun. Non. Et de toute ma vie, j'ai jamais été suivie par quelconque personnel de D'accord. santé, santé mentale. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me demandais même si c'était normal. Enfin, je savais que c'était pas normal. Mhm. Puis justement, comme je le disais, je voyais des TikTok qui parlaient justement de TCA, sauf que je savais pas vraiment ce que c'était. T'arrivais pas à mettre de Ouais, mots sur... Tu savais pas que c'était une maladie. exactement. Je savais que j'avais un problème, que c'était Mhm. pas normal, mais je savais pas vraiment quoi en fait. Et c'est ça aussi qui m'a encore plus enfoncée dans mon mal-être, c'est que j'avais besoin d'aide, mais je savais pas à qui à m'adresser, à qui demander, quoi faire. Et t'as commencé à en parler autour de toi? Les gens se sont forcément... Tes parents se sont forcément rendus compte. Mm. Tu perds 10 kilos Oui, en l'espace de quelques semaines. T'es forcément beaucoup plus fatigué. Tu dois avoir des carences, le teint exactement. pâle. Et ben, c'est vrai que, enfin, puis au-delà de la privation, j'avais aussi beaucoup de comportements compensatoires. Comme... Je me faisais vomir. Ok. Et je me faisais vomir, voilà. Après, je prenais aussi des laxatifs. Ça, Ok. c'est vrai que c'est pas forcément hyper connu, mais voilà, j'en prenais énormément. Ne faites surtout Ouais, pas ça ouais, chez ouais, vous, hein. vraiment. Et puis surtout que en fait, c'est un engrenage. Puis même le fait de se faire vomir, ça a tellement d'effets négatifs, même pour le corps, pour les dents. Je sais que j'avais des dents carrément qui s'étaient mises à bouger. Ah Parce que, oui, oui, en fait, quand on vomit, on a un liquide c'est qui est hyper très acide, acide. exactement. Des Et brûlures pour l'œsophage, d'estomac. ouais, l'estomac, ouais, exactement. Et du coup, bah, c'est vrai qu'au début, euh, c'est bien parce que forcément, je perds du poids, personne ne se rend compte. J'ai envie de dire tout le monde est content. Sauf que quand on en arrive à un point où c'est incontrôlable, c'est plus fort que nous, c'est au-delà de ma volonté. Mhm. Et que, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on en a honte. Enfin, je sais que personnellement, et toutes les personnes que j'ai connues qui ont des TCA en ont honte. Et parce qu'en fait, on est seul et on n'a pas envie d'en parler. Et puis après, ma famille a commencé à se rendre compte, effectivement, je sais que la première personne, c'est surtout ma belle-mère Ok, qui, elle m'entendait me faire vomir, etc. d'accord. Et je sais que mes parents, autant ma mère que mon père, ont pas un rapport super
ils ont pas un bon rapport, on va dire, avec les maladies mentales. Mhm. Donc, du coup, c'est vrai que quand ma belle-mère a commencé à en parler, par exemple, à mon père, euh, il se doutait pas forcément que c'était aussi grave. Même ma belle-mère, en soi, on n'imagine pas, en fait, que ça a un impact. Mais quand tu parlais tout à l'heure de carences, justement, c'est vrai que les carences, en fait, les médecins me l'ont dit quand j'ai été justement aux urgences, que j'aurais pu m'évanouir à tout moment et pas me Ben, c'est réveiller. ça. Mm. Parce que tu te sentais forcément beaucoup plus faible, Exactement. tu devais dormir plus, donc moins concentré à Mm. l'école. C'est Et ça. du coup, l'image que reflète le miroir te plaît de moins en moins finalement, puisque tu Bah, vois ton corps un petit peu se dégrader entre guillemets. et ben justement, euh, en plus de l'anorexie, j'ai développé aussi de la dysmorphophobie. Ok. Et en fait, je ne me voyais pas maigrir. Est-ce En qu'on fait, peut expliquer à ceux qui nous écoutent oui. ce que c'est la dysmorphophobie? Et ben la dysmorphophobie, c'est tout simplement le fait de se voir d'une manière différente que l'on est dans la vie en général. Donc par exemple, moi, quand je faisais plus que 40 ou même moins kilos, et ben je me voyais toujours comme si j'en faisais 50, quoi. Et vraiment, c'est hallucinant tout ce que le cerveau peut faire et provoquer parce que, ouais, du coup, c'est ça qui m'enfonçait aussi dans cet engrenage Bien où sûr. je me voyais pas maigrir, donc pour Et moi, je oui, continuais. bah, c'est là tout le problème de la maladie. Ouais. Donc, ta belle-mère a commencé à t'en parler, elle en a parlé à ton père, donc ça a commencé à faire du bruit Mm. autour de toi. Quelles ont été les conséquences de ces discussions? Ça t'a fait du bien? Ça Et n'a rien ben, changé? Explique-moi un petit en peu. fait, enfin, je vais pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de gérer les choses, Mhm. mais c'est qu'en fait, mes parents, ma belle-mère, etc., mes proches, en fait, ils avaient donc forcément une inquiétude énorme. Et en fait, cette inquiétude, elle s'est transformée en... Ils m'ont beaucoup mis la pression, en fait, à me dire que bah, si je faisais pas, entre guillemets, un effort, et ben, on allait m'emmener à l'hôpital. Sauf que le truc, c'est que j'avais envie, parce que j'avais pas envie d'aller à l'hôpital, mais c'était plus fort Mais que moi. tu avais envie de t'en sortir. Oui, exactement. Et du coup, donc on en arrive au moment où on commence à te parler d'hospitalisation. Mm. Tu as été hospitalisée. Oui, alors c'est ma mère qui m'a emmenée à l'hôpital, Mhm. aux urgences plus précisément, où À là, quel moment? Il y a eu un moment critique, un moment fatidique eh où elle ben, s'est dit c'est trop. en fait non, en soi c'est quand on était rentré de vacances parce que du coup je suis partie en vacances en juin, juillet Mhm. et en rentrant de vacances, autant ma mère et mon père ont discuté, et ils ont dit que bah voilà fallait m'amener aux urgences parce que là ils voyaient que j'étais épuisée, que j'avais tout le temps les yeux à moitié fermés parce que bah forcément j'étais fatiguée, Eh oui. j'avais plus d'énergie, je me nourrissais presque plus. Et du coup, bah là, ma mère m'a emmenée aux urgences. On a passé toute une journée à attendre, à ce qu'on me fasse des prises de sang, etc. J'ai parlé justement à une psy. C'est la première fois que j'en parlais. Et là, tu t'es dévoilée, ça a Et dû être ben, compliqué justement, de mettre des mots. j'arrivais pas en fait. J'ai eu cette situation où je mentais en fait des fois sur. Je sais qu'on est arrivé aux urgences, ma mère a dit bah voilà, elle ne se nourrit presque plus, etc. Sauf que pour moi en fait, je refusais d'admettre que c'était la vérité. Et du coup, je dis non, mais c'est faux. Je me mettais à pleurer, je me mettais dans des états pas possibles, à dire que bah non, je mangeais, mais c'était juste que bah oui, forcément, je mangeais un peu moins parce que j'avais moins faim. Sauf que c'est faux en fait. Et pourquoi tu mentais? T'avais honte? J'avais honte, ouais. Ouais, principalement c'est ça. Puis je voulais pas en fait m'admettre à moi-même que j'étais malade en fait. Et du coup, bah, suite à ça, on m'a fait plusieurs prises de sang et là c'était la catastrophe. Ils ont vu Enfin, toutes les carences ouais. que tu Puis on m'a fait avais. aussi des électrocardiogrammes. Mhm. Donc on m'a collé plusieurs électrodes, etc. On a vu que mon rythme cardiaque était très faible. Oui. Voilà. Ou alors au contraire, que juste par exemple quand j'étais assise et que je me levais, mon BPM il passait à, je sais pas, 150. Ok. Donc en fait, Grosse perte d'énergie exactement. au moindre effort. Exactement, le moindre effort. Donc pour moi, juste de me lever, c'était comme si une personne lambda se mettait à courir, quoi. Et du coup, bah, c'est là que les médecins ont mis le mot anorexie. Voilà. C'est la Euh, première fois que tu j'en- avais un diagnostic, du coup. Exactement. Et pour moi, ça m'a fait. Je me rappelle, là, c'est encore, je m'en rappelle, Hmm. c'est que la personne était en face de moi, on m'a dit ça et je me suis effondrée, en fait. Ouais. C'est traumatisant et ouais, c'est irréaliste en fait. Et du coup, bah, ils m'ont dit qu'on me gardait pour la nuit. Mhm. Et au final, j'y ai passé 2 semaines. Ok. En quel service? Au service pédiatrique. D'accord. Voilà. Sauf qu'en fait, donc pendant cette hospitalisation, donc j'en ai eu deux en tout. J'ai eu celle-là de 2 semaines et l'autre de 3 mois.
Et donc pendant celle de 2 semaines, on m'a mis une sonde parce que bah forcément, en fait, c'était au-delà de ma volonté, j'arrivais plus, je pouvais plus me nourrir, etc. J'y arrivais plus. Du coup, on a été obligé de me sonder, c'était une question vitale. Mhm. Sauf qu'en fait, le problème de l'hôpital où j'étais, c'est qu'ils n'avaient pas de prise en charge mentale. Il n'y avait pas de psy en fait sur place. D'accord. Sauf que du coup, ils ont fait le nécessaire pour me soigner, entre guillemets, au niveau physique. Sauf que bah, au niveau mental, ça n'allait pas du tout. Mes parents, je sais que pendant 3 jours total, j'ai eu aucun contact. J'avais pas le droit, je pouvais rien faire. Du coup, j'étais dans ma chambre. Et après, la première fois que j'ai vu mes parents, et ben, ils ont vu que ça allait pas du tout. Ils t'ont isolé volontairement? Oui, 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 oui. Ouais, à l'hôpital, c'est vrai que personnellement, je trouve que c'est pas une méthode bien. Parce que, bah, au-delà depuis le début qui était tout malade, je me sentais seule. Et là, je me suis vraiment sentie seule. Bien sûr. Parce que, bah, forcément, pendant 3 jours, Seule aucun face à la contact. maladie, du coup. Exactement. Et je sais que le premier soir où j'ai été toute seule, après, c'est vrai que j'étais jeune aussi, j'avais 13 ans. À Ouais. 13 ans, quand on te dit tu vas te retrouver toute seule, je sais que. Sans tes repères, sans tes Exactement. parents, dans l'hôpital, seul. Ouais. Ouais, ça doit pas être... Exactement. Et doit du pas coup, être bah, évident. je me souviens que du soir même où je suis restée toute seule, j'ai fait une crise d'angoisse. Mhm. Je me souviens de sortir de la salle de bain, qu'on m'apporte mon plateau et jusque là, je l'ai vu et je me suis mise à pleurer en fait. Et je me souviens que mes mains se sont mises à se crisper et j'arrivais plus à bouger et mes pouces étaient devenus rouges tellement que je me serrais et j'arrivais plus à. Ouais, c'était incontrôlable en fait. C'était hyper profond. Mm. Et est-ce que tu as eu confiance au personnel médical à ce moment-là? Et ben justement, lors de mon hospitalisation qui a duré 2 semaines, pas du tout. Ok. Je sais que j'ai eu un très mauvais feeling, ne serait-ce qu'avec les infirmières, parce que du coup, donc je me faisais vomir, elles étaient au courant, et du coup, ils ne pouvaient pas me laisser, par exemple, quand je devais prendre ma douche, etc., et ben, je devais laisser la porte ouverte, et les infirmières me regardaient me prendre ma douche. Donc déjà, c'était très humiliant. Et puis, et du coup, c'est vrai que elles n'étaient pas forcément accueillantes, elles me regardaient des fois de travers, je dirais. Tu te sentais jugée? Exactement, ouais, ouais, ouais. Je sais que j'ai le souvenir de bah, me prendre ma douche, quoi, et qu'une infirmière m'ait regardée et levé les yeux au ciel. Ouais, c'était dur, c'était très dur. Et ça a duré donc 2 semaines, cette hospitalisation. 2 semaines, au bout desquelles mes parents voyaient que Il y avait, forcément il y avait pas, il y avait une évolution physique, physique, mais pas mentale. pas mentale, ou mentale au contraire, c'était encore C'était pire. encore pire. Du coup, Et ils ont tu voyais pas de psy à ce moment-là? Eh ben non, parce qu'en fait, il y en avait pas en fait sur place à l'hôpital, ils n'avaient pas les moyens de faire venir un psy. Du coup, ils m'ont fait sortir contre avis médical. Et donc suite à cela, en fait, j'avais noué entre guillemets comme un pacte avec mes parents, Mhm. où ils m'ont dit on te fait sortir, mais derrière on veut que Tu tu essayes fasses de des t'en efforts. sortir. Moi, forcément, là, j'étais refaite, quoi. J'ai dit oui, bah oui, pas de souci et tout. Sauf qu'en fait, au final, bah, pendant une semaine, ça allait mieux. Puis après, ça a recommencé. Tu as replongé. Exactement. C'était Puis plus fort que toi? ouais, en fait, c'est au-delà de la volonté, comme je le dis. C'est que j'ai deux côtés. J'ai vraiment ce côté où j'ai la volonté, mais de l'autre côté où c'est plus difficile, en fait, et c'est impossible même. Donc, sortie d'hôpital, tu étais motivée, tu étais déterminée à t'en sortir, à te soigner. Et Ouais. finalement, la maladie a repris le dessus encore une fois. Exactement. Et Tu as puis été J'ai été réhospitalisée. réhospitalisée. Et puis, ce qui était encore plus compliqué là, c'était d'admettre que je sais que la seconde hospitalisation, c'est moi qui ai dit à ma mère que j'en Ah, pouvais c'était plus. volontaire. Ouais. Bah, en fait, ma première hospitalisation, c'était pendant les vacances scolaires. Mhm. Et donc, après, donc, je suis sortie, j'ai eu ma rentrée. Donc, ma rentrée en seconde, en plus au lycée. Donc, c'est une nouvelle étape dans Hyper ma vie. important, hein. Exactement. Et donc, voilà, j'ai fait ma rentrée. Et au bout d'un mois et demi, je voyais que quand j'allais au lycée, je sais que des fois on devait monter juste 5 marches. À un moment, T'étais j'ai perdu épuisée. l'équilibre, etc. Ouais, Et c'était. t'en parlais à ce moment-là autour de toi, au Non, lycée, à tes copines? non, non, non. Non. Ouais, bah, en fait, pour moi, tout allait bien. J'essayais de faire comme si ça allait. Et puis, en fait, tout le monde voyait autour de moi que j'étais fatiguée, j'étais plus la même. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu mes amis, par exemple, du collège de tout l'été. On s'est Mhm. retrouvés ensemble au lycée et ils m'ont pas reconnue, quoi. Ils étaient. Parce que tu avais fort maigri. Ouais, 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 vraiment, je ressemblais plus du tout à ce que je ressemble aujourd'hui. J'étais très amincie. Ouais, c'est vrai qu'on me reconnaissait vraiment plus. Et du coup, là, c'est moi qui ai pris la démarche de dire à ma mère que fallait vraiment que je me soigne. Et j'étais au courant que si j'y retournais, et c'est ça en fait qui faisait du mal, c'est que si j'y retournais, je savais que j'allais pas en avoir pour 2 semaines.
Ça allait être beaucoup plus long. Ok. Euh, On t'avait prévenu ou t'avais conscience J'avais de ça? conscience de ça, ouais. Et du coup, bah, ma mère, on est parti aux urgences, à Grenoble cette fois-ci, D'accord. où en fait, ils ont. Donc, c'est toujours dans le centre pédiatrique de l'hôpital, mais en Ok. fait, ils ont une unité, on va dire, spécialisée dans les troubles du comportement Ah, alimentaire. donc un suivi psychologique. Exactement. Et là, justement, le premier jour où je suis arrivée, donc aux urgences, j'ai vu un peu qu'il y a des spécialistes, etc. Et au final, bah, j'ai été prise en charge. Et par autant des pédopsychiatres que des psychologues, que des thérapeutes, etc. Oui, il y avait vraiment tout le suivi Et là, nécessaire. ça t'a fait du bien. Ouais, À ouais, l'issue de ces 3 mois, tu t'es sentie guérie, tu t'es sentie écoutée, aidée, apaisée. oui, je me suis sentie comprise, en fait, surtout. Très important. Ouais. Et puis, justement, depuis le début, et toutes les personnes généralement qui souffrent de TCA, on a l'impression qu'on est seul dans notre combat, on va dire, et que bah, les personnes, en fait, ont honte de leur comportement, alors que là, justement, quand je parlais justement de mes comportements que j'avais honte, donc déjà, c'était dur d'en parler, et ben, on me disait que bah, c'était normal pour des personnes dans mon cas, Mhm. et que justement, en parlant, on s'en sortait. Voilà. Et du coup, tu t'étais réconciliée avec le personnel médical. Ouais, Ça vachement. allait mieux, tu t'es Puis, sentie plus en sécurité. exactement. C'est vrai que bah, dans l'unité où j'étais, les infirmières avaient l'habitude de personnes, notamment anorexiques. Je sais que par exemple, j'ai partagé ma chambre avec une personne aussi qui était anorexique. Ah, donc t'étais moins seule. Exactement, ouais. Et du coup, bah, je me suis sentie ouais, comprise. Et puis les infirmières, voilà, donc comme je l'ai dit, elles avaient l'habitude de ce genre de cas. Et du coup, bah, voilà, c'était vraiment un soutien, en fait, dans cette période. Puis c'est vrai que du coup, Grenoble, c'était à 1h30 de chez moi. Donc Mhm. mes parents pouvaient venir me voir une fois par Plus semaine. facilement. Ouais. Mais quand même une fois par semaine, parce que bah, forcément, ils travaillent, quoi. Du coup, c'est compliqué de venir à 1h30 quand tu travailles le soir, que tu finis à Et la 19h. distance n'était pas trop compliquée. Et T'étais ben. jeune à ce moment-là, tu avais Ouais, quoi, 14 ans? Ouais, bah oui, du coup, au niveau ouais, de rentrer ouais, à Grenoble, ouais, j'avais 14 ans. Et c'est vrai que c'était compliqué. Après, heureusement, j'avais le droit de les appeler tous les soirs. Justement, les infirmières me donnaient leur téléphone pour que je puisse les appeler. Bon, ça, bien évidemment, l'hôpital était au courant, hein. Je prenais pas leur téléphone en cachette Bien sûr, tu n'étais pour pas pouvoir en les appeler. prison non plus. Oui, non, mais voilà. C'était une unité pour t'aider. Exactement. Parfait. Et aujourd'hui, Et ben où est-ce qu'on en est? aujourd'hui, je dirais que c'est toujours d'actualité, malheureusement. D'accord. Mais on m'avait prévenu en fait que l'anorexie c'est une maladie, enfin même au-delà de l'anorexie, c'est les troubles du comportement alimentaire, Mhm. c'est des maladies qui sont à vie en fait, ça laisse des séquelles à vie. Et aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Mes proches ont compris en fait l'engrenage et la difficulté que ça peut être justement. C'est plus un soutien, voilà, c'est surtout un soutien. Ils sont beaucoup là pour moi. Et voilà, après, personnellement, je sais que c'est un chemin qui va être un peu parsemé de hauts et de bas. Que oui, forcément, des fois ça va aller moins bien, mais comme des fois ça va aller super. Quand je suis sortie justement de mes 3 mois d'hospitalisation, sur le plan juste le fait de manger et de m'alimenter, il y avait des aliments par exemple que je me voyais jamais pouvoir remanger. Et aujourd'hui, je prends plaisir à manger McDo, Donc, un muffin. ça va mieux. Exactement, ouais, ça va beaucoup mieux. Puis c'est vrai que bah, comme je le disais, mes proches sont beaucoup là pour me soutenir. Parfait. Notamment mon copain, je sais qu'il m'aide beaucoup. Il essaye de m'encourager, de me féliciter pour chaque petite chose que je C'est fais bien, liée à hein. ça. Ouais, Hyper franchement. important d'être bien entouré, surtout Mm. dans ces moments-là. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu as encore des moments de fragilité. Ouais. Tu es en train de t'en sortir. Oui, mais c'est ça le plus important, c'est que ces moments de fragilité, j'arrive maintenant à en parler en fait. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est la communication C'est ça. pour se sentir épaulée, comprise et continuer d'avancer. Top. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une démarche qui est hyper positive pour toi d'arriver à en parler. On en a parlé en off et tu me disais que tu te sentais prête Ouais, à en parler parce que justement, c'est un sujet qui est hyper tabou. bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs au niveau des réseaux sociaux? Parce que moi, du coup, quand on en a parlé, j'ai été voir un petit peu sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, Snap, etc. Mm. Et j'ai vu des personnes atteintes de TCA qui partageaient leur quotidien, Mm. mais notamment
une jeune femme comme toi qui vraiment partage tous ces troubles. Donc, ces crises de boulimie, ces moments où elle va vomir, etc. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact négatif sur les jeunes qui regardent ce contenu? Complètement. Tu vas te dire, ah ben moi aussi je me trouve un peu grosse, bah tiens, si je vomis, ben, je vais réussir à perdre du poids plus facilement, si j'ai faim, je fais des crises de boulimie. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Eh ben, comme tu l'as dit, complètement, je suis d'accord avec toi que ça peut avoir un impact négatif sur les personnes Ouais. justement qui regardent ces contenus parce que Moi ça me met mal à l'aise, hein. oui, ah mais je suis Toi d'accord. aussi? Bah, au-delà de me mettre mal à l'aise, c'est ce qui m'a poussée entre guillemets moi quand à l'époque où je commençais justement à avoir ces pensées, à justement me dire ah bah oui peut-être que je vais faire ça. Ah oui. C'est qu'en fait ça pousse dans cet engrenage en fait, c'est que on voit bah, comme tu l'as dit des personnes qui se font vomir ou voilà Ouais. pour perdre quelques kilos et en fait ça moi je pense que ça incite les jeunes parce que c'est vrai que quand on est jeune et quand on commence justement à se poser des questions autour de l'alimentation, on a tendance à être plus fragile et à justement vouloir suivre ça et je pense que il y a deux types de contenus liés au TCA sur les réseaux. Un qui peut être négatif, comme on l'a dit, donc celui qu'on vient de dire. Carrément. Qu'il faudrait censurer d'ailleurs. Exactement. Bah, je sais que par exemple, TikTok commence à mettre des choses en place. Par exemple, quand on tape TCA ou trouble du comportement alimentaire dans la barre de recherche, et ben, il y a. En fait, c'est une affiche qui s'affiche qui dit n'hésitez pas à en parler à des personnels, etc. Et on n'a pas justement de contenu recommandé par rapport à ça. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il faudrait encore vachement de censure au niveau de ça. Totalement. Mm. Totalement. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Calypso de 13 ans, 14 ans, quand tu étais au début de ta maladie et que tu avais l'impression que tu pourrais jamais t'en sortir? Eh ben, contrairement à ce qu'on peut penser, je lui dirais pas d'essayer tout de suite de faire marche arrière. Ok. Parce que même si ça a été la période la plus sombre que j'ai connue de ma vie, c'est une période qui m'a permis déjà de rencontrer mon copain. Donc Hyper voilà. positif. Ça fait Exactement. longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. Félicitations. Il te Merci. soutient, il est là pour Ouais, toi, ouais, il ouais. t'aime. Vraiment. C'est beau. Ouais, D'où l'importance d'être hyper bien entouré, encore une fois, hein. c'est vrai, Je pense que c'est exactement. hyper important. Bien sûr. Bah, l'entourage, moi je dirais que c'est primordial. Pour arriver Totalement. à guérir, on peut s'en sortir seul, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mm. Après, je dirais que la guérison, c'est forcément nous qui la sollicitons. Bien sûr, Mais- mais si on se sent entouré, poussé dans notre Ouais. entourage, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Exactement. Et au niveau de la dysmorphophobie, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Eh ben, je dirais personnellement que ça a totalement disparu. C'est bien. Ouais, franchement. Tu te sens bien, tu Ouais. te trouves belle. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, mon rapport que j'ai avec mon corps et avec mon image personnelle, c'est que même si forcément j'ai toujours des complexes et Oui. oui, et ça en vrai c'est propre à l'être humain, on cherche Totalement. toujours des points à critiquer chez nous. À qui le dis-tu? Mais le plus important, ouais, c'est que maintenant justement j'essaye d'apprécier en fait ces points que j'aime pas Cool. et de me dire que mon corps j'ai tellement maltraité pendant tellement d'années. Que tu as envie d'en prendre soin Ouais. maintenant. Exactement. C'est super. Donc quand même, il y a une belle évolution. Ouais, C'est carrément. cool. Et c'est que le début de l'évolution. C'est vrai. Ça va aller. Bah, C'est super. ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui sont ou pas dans ton cas, pour arriver à les aider? Surtout, je pense, tu me dis si je me trompe, je pense qu'il faut en parler. Bien sûr, bah, c'est ce que j'allais dire quand tu m'as demandé ça, c'est d'en parler en fait. Je sais que on a honte en fait et qu'on a l'impression de ne pas être compris, d'être seul, mais c'est en parlant que Ouais. déjà on arrive à s'en sortir et à trouver du réconfort chez les autres ou même dans les paroles ou juste d'en parler en fait sans que par exemple juste si on en parle et que la personne en face ne répond rien, juste le fait d'en parler, de se Voilà, sentir te écouté. libérer d'un poids. Et puis, il faut Exactement. pas avoir honte, c'est pas une honte. C'est Une exactement. maladie n'est pas une honte au même titre que toutes les autres maladies mentales ou physiques. Il n'y a pas à avoir honte et ils sont pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Exactement. Et puis c'est surtout de ne pas se sentir illégitime aussi. Que oui, c'est une maladie mentale. Bon, forcément, après les troubles du comportement alimentaire, ça a des répercussions physiques, mais c'est tout d'abord mental. Donc forcément, c'est pas visible.
Mais c'est tout aussi important qu'une personne qui souffre d'une maladie physique. Exactement. Et il faut pas illégitimer ça. Totalement. Calypso, merci. Bah, merci Merci à toi. pour ta transparence. Avec plaisir. Ça a été Ouais, franchement, c'est super. Ça me fait beaucoup de bien d'en parler et puis je pense que c'est bien d'ouvrir carrément. les débats Je sur pense ça. que tu vas aider énormément de personnes. J'espère. Et ça, je t'en remercie. Merci à Calypso d'avoir eu le courage de partager son histoire avec autant de sincérité. Son témoignage nous rappelle qu'on n'est jamais seul face à la maladie et qu'il y a toujours un chemin vers la guérison, même quand tout semble perdu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'histoire de Calypso vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça peut aider quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Fast cam, show me who you are. No filters, no